épidémiologiste et chargé de recherche à l'INSERM. Et vous allez voir, il va aussi nous apprendre des choses fort intéressantes. Moi, ce que je voulais vous dire avant de donner la parole à Laurent Toubiana qui se prépare, c'est que ce que vous apprenez ici, tout est à jour en fait. Ce sont des informations à jour, parce que j'entends souvent des gens qui disent oui, mais bon, chercher de l'info c'est bien, mais on a déjà tout entendu. Mais là, vous avez des informations à jour. Et surtout, si vous pouvez en faire quelque chose, c'est encore mieux. Donc tout ce qu'on apprend, l'idée c'est qu'à partir de là, on met des choses en œuvre, on trouve des réponses à tous les arguments, les faux arguments qu'on peut nous donner, mais ça nous donne des pistes de réponse, tout ça. Et là, c'est intéressant. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit problème technique, et je pense que ça va fonctionner maintenant. Donc nous vivons une époque formidable. Et lorsque je voulais vous dire que vous êtes très nombreux et vraiment c'est très impressionnant, et je suis très honoré de vous parler. Il se trouve que lorsque Sandro m'a contacté, je me suis dit mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai déjà tout dit, je n'ai plus rien à dire et en plus j'ai pratiquement tout oublié. D'ailleurs, regardez dans les rues, alors là il y a un effet Larsen, je ne sais pas quoi, les rues sont pleines de passants, affairés, et les terrasses de café sont bondées, les gens sont serrés, insouciants, ils badinent, ils plaisantent, ils pavanent, ils sont heureux. Le soleil brille, et nul ne s'inquiète des nuages qui flottent mollement dans l'azur. Tout le monde a déjà oublié. J'ai séparé cette période, la longue période qui commence en gros pour moi aux alentours du mois de février à aujourd'hui en deux périodes. Une première période, mais c'est une division tout à fait arbitraire, c'est celle que je voyais moi. La première période, je l'ai appelée la période de sidération. Elle est très courte, c'est l'hiver 2019-2020. Dans une démocratie, il faut associer les citoyens aux décisions de l'État, il faut donner aux citoyens le sentiment d'avoir voulu les actes du gouvernement, d'en être responsable, d'être engagé à les défendre et à les faire réussir. Pour placer les individus en état de suggestibilité, le meilleur ressort, le plus efficace, c'est répandre la peur. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants à hauteur de 300 milliards d'euros. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique, d'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les...
Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Vive la République et vive la France! Bon, écoutez, je sais que je vous ai infligé là quelque chose de très pénible. Mais vous n'imaginez pas ce que j'ai dû faire pour vous extraire ces 2 minutes assez pénibles sur les 2 fois 3/4 d'heure de discours. Voilà, j'ai tenu à remettre ça en place parce que dans ces discours, à peu près tout le programme avait été dit à tout le monde et tout était bien placé. Le résultat, le voilà. Des rues vides. Mais... Oubliez le marathon parlementaire sur le pass vaccinal voté dans l'urgence, puis passé à la trappe. Oubliez les médecins qui réclamaient des sanctions exemplaires pour tous ceux qui refusaient la vaccination. La population a souffert. Elle veut oublier, mais notre devoir est de ne pas oublier. C'est pour ça que un coup d'œil, alors je ne vais pas vous faire cette petite lire tout ça, mais un coup d'œil sur l'histoire est nécessaire et c'est ce que je vais tenter de faire. Ça vibre ici, mais voilà. C'était Marguerite Yourcenar, je l'écoute tous les samedis matins, donc voilà. Alors rappelons et expliquons. Schématiquement, pour un épidémiologiste, une épidémie, ce sont des malades et des morts. Une épidémie est importante quand en peu de temps, un nombre de malades dans une population est élevé. Une épidémie est grave quand en peu de temps, le nombre de morts, toute cause, est supérieur à l'attendu. Nous montrerons que pour un épidémiologiste, l'épidémie de Covid n'est ni importante ni grave. Et c'est ce que j'ai essayé de défendre pendant tout ce temps, et je sais que j'ai été bien seul à pouvoir porter cette espèce de thèse. Néanmoins, si on comprend que l'épidémie n'est ni grave ni importante, alors tout le reste tombe. C'est donc ce que je vous ai... c'est là-dessus, sur cette histoire-là, que je vais revenir. Et surtout, souvenez-vous, il était absolument interdit de comparer une épidémie qui arrivait avec ce que nous connaissions depuis 30 ans. Interdit de comparer à un modèle que nous avions étudié dans tous les sens. Et moi, qui suis un épidémiologiste, naturellement, je suis allé chercher les données et en réalité, toutes les données étaient disponibles. Et c'est ça l'une des... Il y en a eu beaucoup d'autres, mais l'une des innovations de cette épidémie, c'est que nous avions énormément de données, tout était disponible. Alors, avant de commencer, je vais quand même rappeler, maintenant que vous êtes tous épidémiologistes, maintenant que vous savez tous ce que c'est qu'une incidence, je vais tout de même vous rappeler ce que c'est qu'un taux d'incidence, parce que c'est une grandeur qui a été très peu utilisée au début. Et au début, on a préféré les nombres de cas cumulés qui ne faisaient qu'augmenter et donc qui étaient extrêmement stressants. Pour un épidémiologiste, on n'utilise jamais ce genre de choses, on utilise donc des taux d'incidence, et en général, pour des épidémies de type syndrome grippaux, des taux d'incidence pour 100 000 habitants. Donc, les taux d'incidence pour 100 000 habitants, c'est le nombre de cas de malades, en l'occurrence, ramené à une population de 100 000 habitants. 100 000 habitants, c'est une grosse population. C'est la population de Luxembourg, du Luxembourg, de la ville de Luxembourg. Je crois qu'il y a très peu de temps, c'était 100 000 habitants. Donc, à chaque fois que je vais donner des chiffres, vous rapporterez à la population du Luxembourg. Donc, ce que l'on voit ici, ce grand peigne que l'on voit,
c'est le relevé depuis 37 ans des incidences hebdomadaires. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'une incidence, c'est un phénomène, c'est une mesure spatio-temporelle. Ce qui veut dire que c'est le nombre de nouveaux cas dans un espace. En l'occurrence, nous, on a choisi un espace normalisé de 100 000 habitants. Donc, ce sont des incidences hebdomadaires pour 100 000 habitants. Et ce que l'on voit, c'est un suivi sur 37 ans. Cette incidence-là, c'est l'incidence de la grippe en 2019-2020, donc juste celle qui a précédé l'arrivée de la nouvelle épidémie. On voit il y a 324 cas pour 100 000 habitants. C'est une toute petite épidémie de grippe. Et le point que je vous mets ici, c'est le point maximum, c'est-à-dire le pic. Le pic est un point intéressant parce que ces épidémies, vous l'avez bien compris, elles ont un démarrage exponentiel, puis après, elles se transforment en une sorte de gaussienne, c'est-à-dire que ça fait une sorte de courbe en cloche. Maintenant, tout le monde connaît ça. Mais voilà, nous, on étudie ça depuis très très longtemps. Ça s'apparente à toute la dynamique des innovations. Et une épidémie, c'est une innovation. Donc le pic est un point très spécial, puisque après le passage du pic, eh bien, ça redescend et on peut espérer que ça cesse. Voici une épidémie qui avait une épidémie de grippe, une saison de grippe qui avait vraiment marqué les esprits. Elle était assez importante et elle faisait 836 cas pour 100 000 habitants. Je vous montre celle de 88-89, c'est 1793 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Voilà, donc maintenant comparons avec ce que l'on a vu. Ça, c'est la première épidémie que je vous ai montrée, donc 324 malades pour 100 000 habitants. Le premier épisode de mars 2020, c'est 140 malades pour 100 000 habitants. Ça, c'est l'épidémie juste avant, 622 malades pour 100 000 habitants. Je vais toutes les faire jusqu'à 2015, 527, 437, 472, 826, c'est la grande épidémie de 2014-2015. Au cours de cette épidémie, il y a eu 2,8 millions de malades. C'est l'ère sous la courbe. Pour l'épidémie de Covid, il y a eu 0,2 millions de malades. Voilà, ça relativise quand même un petit peu ce que l'on a pu vivre à ce moment-là. Période numéro 2. C'est une longue période qui a commencé tout de suite après l'apparition d'une innovation, une innovation que j'ai appelée la testomania, et dont beaucoup d'entre nous ont déjà parlé avant moi. Cette période de la terreur, lorsque j'ai pensé à ce truc-là, c'était au moment où j'écrivais mon livre, donc, pour moi, ce n'était pas terminé, parce que ça pouvait durer encore longtemps. Et probablement, ça va durer encore longtemps, mais j'ai mis une fin, tout de même. Maintenant, on sait que la fin, c'est février. La fin de cette période, c'est février 2022, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Revenons sur la sombre histoire des vagues épidémiques. Vous voyez, donc, ça, c'est le premier pic de l'épidémie en mars 2020, celui que je vous ai comparé tout à l'heure aux épidémies de grippe. C'est le plus haut pic qu'on a eu pendant toute la période cette grande période des épisodes de Covid-19. Donc 140 malades pour 100 000 habitants. Alors vous me direz, oui, mais il y a eu des malades qui allaient à l'hôpital. 36,5 hospitalisés pour 100 000 habitants en France. En une semaine, vous voyez une ville comme la ville de Luxembourg, 36 malades hospitalisés. 6,7 admis en soins critiques pour 100 000 habitants. Et 9,5 décès attribués au Covid. Et je reviendrai sur cette notion d'attribution au Covid plus tard, à la fin de mon exposé.
Donc, vous voyez, je vais m'appuyer uniquement sur les malades. Je ne vais pas détailler le reste pour les autres épisodes. Mais à partir, effectivement, de juillet 2020, on a commencé à avoir une petite musique qui nous disait qu'il y aurait une autre vague. Et donc, l'autre vague en question, en termes de malades, c'est 83 malades pour 100 000 habitants. Souvenez-vous, hein, tout à l'heure, ce qu'il y a pour la grippe. Hein. Puis, on nous a dit, ah ben non, il y aura encore d'autres vagues, 37 malades pour 100 000 habitants. Alors, je rappelle au passage que, à partir du 1er janvier, même un tout petit peu avant, une nouvelle thérapeutique est arrivée, c'était le fameux vaccin. À partir d'août, oui, c'est ça, à peu près août, il y avait déjà 50% de la population qui avait 2 doses. Mais ça ne suffisait pas, et Emmanuel Macron, le président de la République française, a trouvé que les jeunes s'amusaient beaucoup trop dans les boîtes, ils étaient beaucoup trop serrés, et là a demandé à tout le monde des passes sanitaires et donc de se vacciner. Et on a vu en plein été une pseudo-épidémie, et là elle faisait 32 malades pour 100 000 habitants, c'est la fameuse 4e vague d'août. Enfin, alors que là, plus de 80% de la population a été vaccinée. Ah, vous m'entendez ou... D'accord. Il y a eu une vague hivernale. C'est une vague, comme ça arrive assez souvent en hiver, de 126 malades pour 100 000 habitants. Souvenez-vous qu'on était plutôt dans l'ordre de 600 malades pour 100 000 habitants lorsqu'il s'agissait de grippe. Donc on est quand même, c'est une vague, mais relativement faible. Et puis, à partir du 28 avril, non, c'est pas 28 avril, c'est 24 février. Bon, là, c'est une petite erreur, mais je ne l'ai pas corrigée. À partir du 24 février, il y a quelque chose qui a littéralement stoppé la maladie. Il n'y en avait plus. On n'a plus entendu parler de ça, donc c'est bien le 24 février. Et donc, fin de toutes les mesures. Donc toutes les mesures sanitaires ont été arrêtées quelques jours plus tard, et donc c'était la fin de l'épidémie. Ah ben non, c'est bizarre parce que, alors que toute la population était vaccinée, il y avait quand même des vagues qui continuaient, des épisodes, moi je déteste le terme de vague, mais des épisodes qui continuaient à arriver, mais bizarre, avec 95 malades pour 100 000 habitants. Hein. Alors souvenez-vous, la fameuse deuxième vague, c'était 84 malades pour 100 000 habitants. 95, mais là, on n'en parle pas. Et puis, il y en a eu d'autres, mais personne n'en a entendu parler. Ce sont des épisodes inexistants. Encore en septembre, un épisode inexistant. Et puis, subitement, ils se sont dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre, il y a des épisodes, on arrive en hiver... Et là, en novembre, c'était un épisode très grave, avec 58 malades pour 100 000 habitants, et il fallait absolument vacciner les bébés. Voilà, donc effectivement, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec ce tableau-là, avec cette série temporelle-là, ça ne fait pas bien peur, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de malades, finalement. Et lorsqu'on regarde, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les hospitalisés, même les en soins critiques, etc., ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il faut trouver quelque chose d'autre. Et donc l'autre chose, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, mais là je vais un petit peu approfondir, je vais vous montrer très précisément, en réalité, un cas n'est pas un malade. Donc il a fallu changer les choses. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mise en place d'une innovation majeure, la testomania. On a testé tout le monde. Plus de 230 millions de tests ont été réalisés. Et pourquoi ? La notion de cas se substitue à celle de malade. C'est magique.
on trouve ce que l'on cherche, et bien sûr, en l'occurrence, ce que l'on cherche n'a rien à voir avec ce que l'on doit trouver. Voilà, alors, vous vous souvenez, ça c'est la toute première épidémie. On avait 140, si je me souviens bien, 140 cas pour 100 000 habitants, mais en termes de malades pour 100 000 habitants, mais en termes de cas, il n'y en avait que 112. Et pour cause, il n'y avait pas de tests en France, donc on testait très peu, et il y avait très peu donc de cas. Mais à partir de juillet, on en a eu beaucoup, et là, on a eu 503 cas pour 100 000 habitants, et là, ça ressemble vraiment à une épidémie de grippe, du coup. Mais ce sont des cas, ce ne sont pas des malades. Ensuite, le troisième épisode, c'est 366 cas pour 100 000 habitants. 249, c'est un petit jeu. Et puis, le cinquième épisode, c'est 511 cas, mais ça, c'était au tout début. Là, on est passé de la testomania au délire. Parce que, en réalité, c'est 3776 cas pour 100 000 habitants. Et vous voyez que si je ne vous l'ai pas montré tout de suite, c'est parce que ce nombre est tellement grandiose que tous les autres sont rabaissés à la même échelle. Vous voyez, le 503 cas devient tout petit. En fait, c'était ça tout à l'heure, hein, le 503 cas. Et alors, il y avait combien de malades? Ah bien, il n'y avait que 83 malades pour 100 000 habitants. Vous voyez, c'est ça ce que ça donne. Donc, 3776 cas et 126 malades. Les cas positifs à un test ne sont pas des malades. Tout le monde avait bien compris ça. Enfin, presque tout le monde. Les gens un peu éveillés, mais la plupart des gens pensaient que des cas étaient des malades. Et au maximum, lors de la deuxième vague, en octobre-novembre, la première fois que ça a été mis en place, l'incidence était de 83 malades pour 100 000 habitants. L'incidence de tests positifs était de 503 cas pour 100 000 habitants. Donc 6 fois supérieur aux malades. Mais lors de la cinquième vague, eh bien, on avait 126 malades pour 100 000 habitants et 3776 cas pour 100 000 habitants. Ça fait 30 fois supérieur. Les cas sont 30 fois supérieurs aux malades. Donc si une autorité veut convaincre que cette épidémie est dangereuse, il est beaucoup plus avantageux de parler de cas que de malades. Une sombre histoire de morts supplémentaires. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, pour un épidémiologiste, une épidémie est grave s'il y a beaucoup de malades, elle est importante s'il y a beaucoup de malades, et elle est grave s'il y a beaucoup de morts. Donc on a insisté sur les morts. Les morts attendus et les morts annoncés en 2020. Bien, les morts attendus en France, c'était 616 194 morts attendus. Mais, pardon ? Ils n'ont pas pris le train, il y avait la grève. Mais au moment du premier confinement, il y a eu deux discours du président de la République. Un premier le 12 mars, et puis le deuxième, celui que vous avez entendu, c'était le 16 mars. Le 12 mars, il avait évoqué un rapport, le fameux rapport Ferguson. Et dans le rapport Ferguson, il y avait 5000 morts supplémentaires, soit 500 000 morts supplémentaires, soit 81% d'augmentation de mortalité. Ça fait vraiment très peur. Et lors du deuxième confinement, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, je l'ai mis exprès, c'était 400 000 morts supplémentaires, soit une augmentation de 65%. Alors, quelles étaient les morts observées en 2020 ? Eh bien, je fais une étude par classe d'âge. Pour les 85 ans et plus, les décès observés, c'était 314 411 décès, soit une surmortalité par rapport à ce qui était attendu de 18 782, soit une augmentation de 6,3%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la classe d'âge en France des 85 ans et plus, comme vous pouvez l'observer, représente à peu près la moitié de la mortalité. Mais elle ne représente en réalité que 3% de la population. Et cette population, comme elle augmente, d'une manière systématique depuis une vingtaine d'années, la surmortalité augmente aussi. Parce que simplement l'effectif de cette classe d'âge augmente. Donc, certes, il y a une petite surmortalité de 6,3%, mais elle n'est pas si inhabituelle que ça.
Entre 65 et 84 ans, ce sont les seniors, et cette classe d'âge représente environ 14% de la population, et elle représente donc un gros, pas mal de décès aussi. La surmortalité, elle, passe à 9 748 morts supplémentaires, soit 4% d'augmentation. 4%, ce n'est pas rien, mais lorsqu'on regarde par le passé, ce sont des choses qui arrivent relativement fréquemment. Les moins de 65 ans, il y a eu environ 100 000 morts, mais ils représentent 80% de la population. Et ce que l'on peut observer, c'est que, en termes de surmortalité, eh bien, il n'y en a pas eu du tout, puisqu'on voit bien une surmortalité négative, c'est donc une sous-mortalité. Alors, ce chiffre de moins 0,8% n'est pas significatif, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'intervalle de confiance. Mais ce n'est pas grave, ça veut dire que pour 80% de la population, cette épidémie n'a eu aucun effet sur la mortalité. Au total, lorsqu'on somme les surmortalités, on a 4,3% de surmortalité l'année de cette terrible épidémie. On est quand même très très loin des 400 000 morts supplémentaires qui représentaient, eux, presque 65% de surmortalité. Alors j'ai encore quelque chose à vous montrer concernant la mortalité. Nous venons d'obtenir les données du CEPIDC. Le CEPIDC, c'est l'organisme INSERM qui code les causes de décès. Et donc, c'est assez long. Et là, en général, il faut 5 ans pour les obtenir. Et on a fait un petit... disons que le CEPIDC s'est un peu pressé pour l'année 2020. Et donc, nous venons d'obtenir ces données. Donc, c'est tout chaud. Et là, je présente seulement 2 courbes. Les courbes des 2 causes principales, les tumeurs et les maladies cardiovasculaires. À L2, elles représentent environ 50% des causes de mortalité. Et ce qui est assez intéressant d'observer, c'est qu'en 2020, il se passe quelque chose de très très étrange. La courbe est carrément, brutalement chute. C'est quand même étrange. Alors, et ça, que ce soit pour les tumeurs, qui est une maladie chronique, et les maladies cardiovasculaires, qui, elles aussi, sont des maladies chroniques. Les deux baissent. Et j'ai trouvé ça très étrange qu'une épidémie de maladies transmissibles puisse protéger à ce point du cancer et du cardiovasculaire. En fait, vous comprenez bien que nous sommes face à une forme de manipulation administrative de la mort, finalement, puisque dès le début de la pandémie, l'OMS a créé un code supplémentaire, c'était le code Covid-19. Et comme il n'y a pas eu de surmortalité, vous avez vu, je vous ai montré, il y a eu très peu de surmortalité, eh bien il fallait bien que le Covid-19 aille piocher dans les autres causes, et de fait, l'ensemble, presque la quasi-totalité des autres causes ont baissé au cours de cette année 2020. Voilà, je tenais à vous présenter ces petits résultats. Ils feront l'objet d'un article qui, j'espère, sera publié, parce qu'à peu près tous les articles que j'ai voulu publier sur ces questions ont été refusés. Nous vivons vraiment une époque formidable. Je n'ai pas fini. Je peux continuer un petit peu ? J'ai encore 2-3 petits trucs à dire, puis il y a un épilogue quand même, donc voilà. Donc relancer à période régulière le coup des vagues, c'est gouverné par la peur. Cela permet de justifier les mesures disproportionnées et contraignantes que nous avons vues, confinement, masque, fermeture, vaccination 1, 2, 3, passe vaccinal, suspension des soignants et des pompiers et de toute personne qui ne voulait pas se vacciner, vaccination des enfants. Le choix des autorités de santé dans la gestion de l'épidémie de Covid a été, qui a été mise en place, c'était disproportionné à tout point de vue.
Ainsi, elle sacrifie sans distinction l'immense majorité de la population au lieu de protéger les individus vulnérables. La société française a tellement souffert qu'elle préfère oublier. Elle oublie l'état d'urgence sanitaire, le port du masque, l'interdiction de déplacement permanente à certaines heures jusqu'à une certaine distance, fermeture des restaurants, des musées, passe sanitaire obligatoire, fermeture des écoles et des universités. Pourtant, par rapport aux épidémies saisonnières, l'épidémie de Covid s'apparente à une épidémie mineure. Elle aurait pu passer inaperçue si l'ensemble du dispositif de santé, médecins généralistes et hôpitaux avaient été correctement utilisés. La crise Covid n'a pas été générée par une épidémie, mais par sa gestion calamiteuse. Toute cette crise est déconcertante. Et en même temps, tout était tellement prévisible. Alors pour ma part, j'avais écrit un petit article dès février. Voilà, il s'agissait d'un texte très court à destination du grand public. Il a été publié le 11 mars. Et comme disait Alexandra tout à l'heure, moi je n'ai aucun intérêt je n'ai pas de conflit d'intérêt. Mon seul intérêt, c'était de dire ce que je voyais. Et c'est ce que j'ai fait. À cette époque, pour moi, le conseil scientifique était totalement inconnu. Il était impensable qu'en France, il soit possible de mettre en place un confinement. Et lorsque j'ai appris qu'un confinement serait mis en place, j'ai pensé, ces gens-là iront en prison. Cette analyse... Cette toute petite analyse décrivait ce qui allait se passer en prévoyant à la semaine près la date du pic épidémique et sa fin. Voilà, nos gouvernants ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas. Cet article est toujours en ligne sur le site qui a suivi, sur le site de l'IRSAN que je dirige et qui a suivi tous les indicateurs depuis le début de cette épidémie. Mais pire que ça, c'est le fait qu'un jour je sois tombé sur une version expurgée d'un rapport. Et lorsque j'ai lu ce rapport, je me suis dit, ça c'est une fake news, c'est pas possible. Parce que dans ce rapport, il y avait absolument tout ce qu'il fallait faire en cas d'épidémie suite à la connaissance de ce qui s'était passé lors de l'épidémie de H1N1. Et lorsque j'ai lu le rapport, je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gens ont ils ont écrit ce papier pour dire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et on a l'impression qu'ils ont inversé la proposition et ont utilisé ce rapport pour faire exactement, pour le prendre à l'envers, quoi. Donc c'est un peu désespérant, parce que 10 ans, c'est pas très long, et je veux dire, on oublie vite. C'est ça le truc. Donc l'épilogue, c'est que le 28 janvier dernier, c'est tout chaud, un décret est sorti, d'une manière assez discrète. C'est fin du dispositif d'indemnisation dérogatoire. Alors à partir du 1er février 2023, c'est il n'y a vraiment pas longtemps, fin des arrêts maladie dérogatoires du Covid, fin de l'isolement obligatoire après un test positif, suppression du contact tracing, évolution du système SIDEP, donc fin officielle du Covid en France. Mais les personnels suspendus ne sont toujours pas réintégrés. Enfin, pour la petite plaisanterie, j'en fais quand même une. Il est possible que les populations souffrent encore. Les conséquences sont énormes. On va en parler beaucoup. En voici une parmi tant d'autres. L'hélicoptère Monnet qui nous a balayés, eh bien on le paye maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Tobiana. Nous allons passer un quart d'heure de questions-réponses. Alors, il y a 2 micros qui vont se balader, un sur la gauche, un sur la droite.
Alors, qui souhaite poser une question? Allez, là-bas, un petit monsieur là avec une chemise et des lunettes. Oui, vous venez de mettre debout. Allez. Voilà. Allez là. Bonjour. Pour la recherche au niveau urinaire de l'ARN... Je ne vois pas qui pose la question. À qui posez-vous la question? À Dr Henrion. Ah, Madame Henrion. Alexandra. Oui. Ouais, Bonjour. Les recherches au niveau urinaire des mi-ARN, est-ce que c'est faisable dans les laboratoires de ville? Combien ça coûte? C'est fiable? Parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Deuxième question, j'en profite que j'ai le micro. Les protéines spike, finalement, ils peuvent persister pendant combien de temps? On a entendu plein de versions. C'est au bout d'1 mois, il n'y en a plus. Après 3 mois, après 2 ans. Les protéines spike, ils peuvent être reproduits pendant combien de temps? Elles sont produites pendant combien de temps, c'est ce que vous demandez? Oui. D'accord. Alors, à la première question, oui, c'est hautement faisable et ça coûterait le même, ça coûterait relativement cher. Cependant, ça coûterait exactement le même prix que les tests PCR qu'on a fait. Voilà. Donc, ça aurait été, mais ça aurait été autrement plus fiable. La deuxième question, les spikes. Moi, l'étude que j'ai regardée est une étude où ils prennent ils étudient les longs Covid et sur ces longs Covid, sur certains patients, ils notent quand est-ce qu'ils ont été injectés. Et dès lors, on voit vraiment, il y a quelques patients où on voit vraiment par rapport au temps d'injection qu'il y a une réaction par l'organisme de produire de la spike et elle est détectable 100 jours après. Voilà, donc pour le moment, on est à 3 mois facilement dans ce papier et dans d'autres papiers. On voit effectivement, pareil, 4 semaines, 8 semaines. On a différents aspects qui montrent qu'on peut imaginer plusieurs mois de détection de cette protéine spike, ce qui pose la question de, donc ça veut dire que cet ARN messager n'est pas dégradé immédiatement, contrairement à ce qu'on nous a dit, puisqu'il produit encore de la protéine spike. Et la suite, vous le lirez dans Les Apprentis Sorciers, qui vous parlent aussi de ces aspects-là. Bonjour. Oui, ici. Voilà, bonjour professeur Tobiana et bonjour à tout le monde. Une question fort importante, j'aimerais que vous apportiez peut-être une précision sur le tableau qui était très très bien, hein, que tout le monde a adoré, on en a souri d'ailleurs, sur les décès. À savoir que vous avez pris les chiffres 2020 par rapport à 2019, nous sommes bien d'accord? Non? Parce qu'on n'a pas parlé de l'effet moisson. J'aurais aimé que vous puissiez, au public ici réuni, parler de cet effet moisson qui renforce encore l'idée qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de mort supplémentaire. Ça marche, hein? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je vais répondre à l'effet de moisson avant, mais il y avait une autre petite question juste avant. Vous avez dit... d'accord. Alors, l'effet moisson, c'est quelque chose d'assez... moi, vous savez, je suis plutôt ingénieur, donc je regarde les choses, comment les choses se synchronisent. Ce sont des systèmes complexes dont la dynamique est assez spéciale. Et donc, en l'occurrence, la mortalité réagit un peu comme ça. C'est-à-dire que au moment où il y a un événement sanitaire fort, des gens qui sont en instance de mourir se mettent à mourir. C'est la raison pour laquelle on retrouve que des gens qui avaient le cancer, il y a eu l'impact de l'événement et Covid, et ils sont morts, mais ils sont morts de leur cancer, ils ne sont pas morts du Covid, mais on a codé quand même Covid. Il se trouve que toutes les personnes qui sont relativement fragiles
subissent le même phénomène. Et donc, il y a une synchronisation de la mortalité de tous ces gens qui sont en instance de mourir. Donc, ils sont synchronisés. Et donc, ça fait un effet de cohérence, si vous voulez. Et donc, il y a une montée des morts subitement. Alors, bien sûr, il faudrait avoir des hôpitaux où... Alors, il y a des morts, et bien sûr, les morts, c'est ce que l'on peut compter. Mais il y a aussi des malades, ça marche aussi pour les malades. Donc il faudrait des hôpitaux pour les soigner. Mais à partir du moment où il y a eu des morts, pendant une période, il y a le compartiment mode, je suis désolé de parler comme ça, mais le groupe des gens qui doivent mourir, eh bien, s'est vidé. Et donc pendant une période, ce compartiment-là, ce groupe-là, doit se remplir. Et il se remplit progressivement. Donc ça veut dire que les périodes de temps plus tard, eh bien, il y a moins de morts. C'est ce qu'on appelle l'effet moisson, parce que l'événement a moissonné les gens qui devaient mourir. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Donc c'est un effet extrêmement connu. J'avais déjà écrit des articles sur ce point lors de la canicule de 2003. C'était exactement le même phénomène. J'ai suivi la mortalité par la suite. Pendant des années, il y a eu une sous-mortalité de cette catégorie de personnes. Voilà. Oui, merci. Oui, je voulais demander à Madame Alexandra Horion-Caude. J'ai vu sa vidéo du 16 janvier 2021 sur TV Liberté, où elle explique quelque chose comme quoi le virus n'a pas encore été isolé. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Or, cette idée a été reprise par un médecin qui ne doit pas être une clèche non plus, et qui s'appelle Carrie Madej. C'est une doctoresse américaine en médecine interne, mais enfin, elle a l'air de s'y connaître. Elle expliquait que ce virus n'a pas été isolé et que même le CDC le reconnaissait et d'autres organismes de santé aussi. Alors la question qu'on se demande, c'est comment peut-on ne pas savoir isoler un virus et savoir voir des séquences et des sites furines où on fait des insertions, tout ça. Voilà, je vous remercie. Donc en fait, ce que j'avais dit, que je maintiens, c'était que les virologues n'étaient pas étaient assez critiques par rapport au fait que ce virus n'avait pas été isolé selon le protocole de Koch. Et que des étapes avaient été un petit peu accélérées, un peu comme à chaque fois, et que du coup, l'entité du virus avait tardé à circuler. Ce que je ne vous ai pas montré, par exemple, sur le PCR, c'est que le test développé par Berlin, par l'Institut Charité, qui est le test PCR qui a été celui qui a défini TK, n'avait même pas le contrôle. C'est-à-dire que quand vous développez un test, vous devez avoir le contrôle. Le contrôle, vous prenez quoi? Vous prenez le virus, logiquement. Donc ce test a été développé en l'absence de virus. Maintenant, oui, c'est intéressant quand même, parce que... Bonjour. Et ça n'a pas été rectifié, hein, voilà, parce qu'on pourrait éventuellement se dire... Bon. Donc effectivement, il y a beaucoup à dire dans ce domaine. Après, vous me demandez la séquence. Oui, la séquence, en fait, nous séquençons par des techniques assez modernes qui nous permettent d'avoir des petits bouts de séquence que nous assemblons et nous disons, ah ben regarde, le bêta-coronavirus, là, il a une petite séquence que les autres copains, ils n'ont pas. Donc ça, j'ai envie de dire, ces séquences-là, c'est quelque chose de tangible, c'est-à-dire qu'on met dans des tubes pour que les gens comprennent bien et qu'on arrive à lire.
C'est pas un truc qui sort du cerveau d'un chercheur. Donc nous arrivons à lire, mais nous, en tant que généticiens, nous ne parlons pas de l'entité du virus, parce qu'en fait, nous séquençons, enfin on en parle, mais on n'en a pas une préhension directe. Voilà. Donc c'est important d'avoir toujours des spécialistes de tous côtés. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, le professeur Montagnier, lui, pensait que l'origine du virus était différente parce qu'il regardait qu'il y avait des séquences de VIH. Voilà. Donc lui, on regarde le même objet, mais on ne conclut pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas la même expertise. Enfin, on arrive à la même conclusion, mais avec des angles d'attaque différents. J'espère que je réponds à votre question. Alexandra, merci d'être venue. Moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes brillante et d'une honnêteté intellectuelle qui ne fait pas le moindre cadeau. Voilà, ma question, c'était sur... vous avez parlé d'acouphènes. Ah oui. Je voulais avoir quelques précisions sur d'où ça venait exactement, la microcirculation. Vous avez employé un terme après, avant, je dis que je n'ai pas trop... capillaires. Oui, voilà, que j'ai pas trop compris. Et puis, je voudrais savoir si, par hasard, ça se soigne et comment. Alors, ce sont des hypothèses. Hein. Je ne suis que dans le mode d'hypothèse. Les acouphènes, ce qui est certain, c'est qu'il y a une augmentation post-vaccinale dans des délais qui montrent une certaine répétitivité post-vaccination Covid. Hélas, des problèmes de surdité aussi. Et qu'on voit de façon prédominante avec ces vaccins anti-Covid-19. Alors je tiens aussi à préciser que je dis maintenant le mot vaccin, non parce que j'ai changé d'avis sur le fait que ça n'était pas des vaccins, mais simplement parce qu'eux ont changé leur nomenclature et ils ont appelé ces trucs-là des vaccins. Ça reste des injections géniques, mais n'empêche que, alors moi j'ai pris pour habitude d'utiliser le même langage d'une époque pour parler au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que... Donc voilà, pour vous répondre à votre question sur les acouphènes, c'est l'hypothèse que je pose, parce que je trouvais ça quand même surprenant de voir des cas d'acouphènes post-vaccination non anti-Covid, donc avec d'autres vaccins. La variété de ces vaccins m'a laissé... est interpellante, de même que les syndromes de Guillain-Barré qu'on voit avec d'autres vaccinations, de même que les syndromes de paralysie de Bell qu'on voit avec d'autres vaccinations. Donc il y a bien un moment où il va falloir expliquer, parce que c'est pas tout dire vaccination Covid, parce qu'ils ont des choses différentes dans le flacon. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer la survenue de maladies récurrentes dans différentes vaccinations? D'où l'hypothèse, la seule hypothèse que j'ai actuellement de théorie du bolus, qui est cette espèce d'accélération dans la circulation. Ça vaut ce que ça vaut, mais je n'ai pas d'autre hypothèse. Donc plutôt que de me critiquer, si jamais certains veulent me critiquer, qu'ils viennent de façon constructive avec d'autres hypothèses pour qu'on soit dans la construction. Voilà. Ça se soigne. Je ne connais pas actuellement de façon de soigner et je ne connais personne. Je suis en relation avec l'association des acouphènes, donc, que tient un certain Benoît en France, et nous n'avons pas identifié, on va dire, de solution qui ait l'air d'alléger ces acouphènes. Et pareil, si jamais certains ont l'impression qu'une solution fonctionne, mais qu'ils le laissent savoir parce qu'on tâtonne. Merci. Je voudrais vraiment remercier le professeur Tubiana pour la clarté lumineuse de son exposé. Et demander à Alexandra trois choses. Son impression sur une impression, moi je suis moi-même un médecin et j'ai prescrit, et sur l'impact dans
maladies sur le plan pathologique, des maladies, des germes opportunistes qui, eux, sur le plan pulmonaire, ont certainement fait le plus grand mal. La deuxième chose, sur le plan vasculaire dont on a parlé, on vient de parler des acouphènes, mais sur la liaison qui n'est pas souvent explicitée du lien de l'entrée de la protéine spike par son lien avec le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est vraiment l'élément clé de tout notre système vasculaire. Et troisièmement, sur le plan génétique, votre opinion sur les rétrotransposants, je pense aux générations futures, c'est-à-dire où vous, spécialiste de l'ARN messager, on peut avoir des mutations induites au niveau des gonades, donc spermatozoïdes et ovocytes, et donc évidemment une transmission aux générations ultérieures. Apprenti sorcier, vous avez dit. La première question, à votre première question, il y a eu un certain nombre de germes opportunistes, donc on va dire de bactéries, j'imagine que c'est ce que vous vouliez dire, qui ont été décrites dans la littérature. Il y en a même des nouveaux maintenant. Il y a aussi des champignons. Il semblerait que, effectivement, que ce soit cette protéine, enfin, que ce soit ces vaccinations anti-Covid, ou que ce soit le SARS-CoV-2, cela constitue le terrain d'infection opportunisme de type bactérien et fongique. L'autre point sur Spike et son récepteur, je fais partie de ceux qui ont redit à longueur de temps, mais peut-être je ne me suis pas bien fait entendre, le fait qu'il y avait plusieurs récepteurs à cette protéine spike, ACE2 bien entendu que vous avez mentionné, mais aussi neuropiline 1, CD147 aussi appelé basoguinine, et si on ne fait pas attention à l'ensemble de ces récepteurs, on risque de conclure des choses fausses ou partielle, on va dire ça comme cela, et donc j'aime bien, et donc ça donne évidemment, ça complexifie à loisir toutes nos hypothèses de travail, parce qu'effectivement dès lors que vous avez plusieurs portes d'entrée pour une protéine spike, même si elle n'entre pas, puisque dans le cas de la vaccination, l'idée ça n'est pas qu'elle rentre, elle va juste à ce moment-là se poser sur ces récepteurs, mais que les gens comprennent bien, à partir du moment où une protéine arrive sur un récepteur, ça va déclencher des cascades de signalisation. Donc la deuxième chose, la troisième aspect sur notamment les line 1, les rétrotransposons, comme vous dites. Donc en fait, ça la pose de façon, ce que mon collègue vous dit, c'est que c'est toute la question de savoir est-ce que ces modifications vont, cet ARN messager a une potentialité d'intégrer notre génome par cette fameuse rétrotransposition, ce qui veut dire juste on fait de l'ARN en ADN et de l'ADN vient dans le noyau et s'intègre. À cela, la réponse vient d'études qui ont montré très clairement que quand vous mettiez du produit vaccinal sur des cellules humaines, vous aviez une augmentation de certains rétrotransposases par l'activation d'une certaine line 1, et que ce line 1, du coup, faisait transformer cet ARN en ADN. Ils ne sont pas allés plus loin, mais c'est déjà une étape colossale qui laisse à penser que l'hypothèse que je donne depuis le début d'une intégration est possible. Et dernier élément, et pas des moindres, l'ARN messager de Spike est retrouvé allant directement dans le noyau sans même rétrotransposition. Juste une dernière question. Merci beaucoup, chère Alexandra. Je voulais revenir, moi, sur la transmission de ce virus, parce qu'on entend partout, par les journalistes, la télévision, vaccinez-vous, protégez les autres. Alors, ça me fait bien rire, parce que je pense qu'un vaccin qui ne permet pas
d'arrêter l'entrée du virus dans l'organisme qui laisse donc proliférer le virus et qui transmet la maladie et qui est transmissible à l'autre. Qu'est-ce qu'il en est? Deuxième question, c'était également ce vaccin va éviter les formes graves. Comment voulez-vous qu'un virus, à un instant T, qui a une virulence déterminée, pour moi, du moment qu'il rentre dans l'organisme, il va faire la maladie telle qu'elle devrait l'être. Est-ce que ça ne serait pas plutôt dû à l'immunité personnelle qui fera la différence entre les formes graves et les formes bénignes? Immunité personnelle, facteurs génétiques, comorbidité, ou voire même les traitements pris par le patient. Alors, est-ce que cette vaccination a permis que vous soyez infecté? La réponse est non. Est-ce que cette vaccination a permis que vous ne soyez pas contagieux? La réponse est non. Est-ce que cette vaccination a permis que vous ne soyez pas réinfecté plusieurs fois par le Covid? La réponse est non. Est-ce que cette vaccination a empêché les formes graves? La réponse, au risque de choquer, est non. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des hospitalisés vaccinés. Et ça, le problème, c'est qu'effectivement, c'est le dernier bastion linguistique. On est vraiment sur des éléments de langage qui permet au gouvernement de toutes sortes de justifier leur vaccination. Alors j'ai envie de dire, de façon assez provocative, ne leur enlevez pas cela, parce que sinon, je vois même pas pourquoi ils continuent à vacciner. Donc on va leur laisser cela. Mais évidemment, non, il faut pas leur laisser, bien, on s'entend. C'est vraiment de l'humour mal placé de ma part. Mais simplement à ceux qui vous disent ça, vous dites, bah, c'est étonnant, parce que des hospitalisés pour Covid post-vaccination, on en connaît, et on en connaît en général tous autour de nous, qui même ont passé l'arme à gauche, hélas, sans même mentionner les effets secondaires, qui sont aussi suffisamment graves pour vous amener, et ça Hervé l'a démontré remarquablement dans ses analyses, qui montrent qu'effectivement on en meurt. Alors, une toute dernière question pour Laurent Toubiana. Pour Laurent Toubiana. Je vois Madame Blonde là. Voilà. Parce que j'ai vu qu'elle avait déjà levé la main tout à l'heure. Donc comme ça, on se met d'accord pour une dernière question. Alors surtout aussi, je voudrais signaler quand même que nous avons la chance d'avoir Michel et d'avoir Alexandre qui vont pouvoir faire des interviews aussi des personnalités qui sont là. Donc je vous invite peut-être, pour ceux qui ont encore des questions, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt pour des questions, à aller trouver Michel et Alexandre, comme ça peut-être ils pourront poser la question lors d'une interview qui bien sûr sera rediffusée sur la page Freilieven. Merci. Bonjour, j'ai une question sur le fameux shading. Est-ce que cela existe et est-ce que cela existait avant les vaccins Covid? Et si oui, combien de temps après les vaccins les gens vaccinés sont contagieux? On va essayer Moi, je veux bien répondre à la question de shading, mais je propose qu'on donne des questions à Laurent. Qu'est-ce qu'on avait dit? La question de shading, elle mérite quand même, elle ne peut pas être traitée rapidement. Un quart d'heure, David, devant le micro. Monsieur a eu 3 fois, David n'a pas le micro. Il fait des signes, on regarde. Je m'excuse d'intervenir. Voilà, je suis le docteur Bouillon, hein, donc de Belgique, plusieurs milliers. Voilà. Donc nous avons pris en charge plusieurs milliers de personnes âgées à domicile, et donc nous avons créé l'hospitalisation à domicile. Et votre intervention, elle est terriblement percutante à mon égard, parce que vous parlez de maladies, vous parlez de décès, vous parlez de grippe. Et on a l'air de rire en disant que la Covid, elle n'est pas importante par rapport à tout ce que vous avez expliqué au niveau de la grippe. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que j'ai vécu, moi, ces épidémies de grippe, mais les gens ont été soignés, les gens ont été examinés, les gens ont été pris en charge en médecine générale. Et voilà pourquoi j'essaie d'intervenir aujourd'hui, c'est que, oui, la question c'est, en tant qu'épidémiologiste,
Non, je n'aurai pas le temps demain. Je suis en train de parler en mémoire aux personnes qui sont décédées sans avoir été examinées. Et donc, au niveau statistique, au niveau chiffres, au niveau médecine générale, le nombre de personnes qui n'ont pas été prises en charge pendant ces 10 jours où ils ont pris ce paracétamol, où ils sont décédés, est-ce que vous savez mettre la main sur ces chiffres? Parce que j'essaie de mettre ces bandits, ces criminels devant les tribunaux pour le fait de ne pas avoir été pris en charge. Des familles ont perdu des êtres chers sans avoir eu de traitement. Est-ce que vous savez venir aider notre expertise de médecine générale, puisque nous sommes quand même à plus de 20 000 patients pris en charge des quatre coins de Belgique, de France et du Grand-Duché de Luxembourg? S'il vous plaît, j'attends votre réponse. Allô, ça marche? Est-ce que je dois répondre au shading rapidement? En fait, on ne sait presque rien. À part les quelques corrélations que j'ai observées, où on voyait à l'époque, en début 2021, plus on vaccinait les adultes, plus il y avait de mortalité infantile. J'ai pu plus ou moins vérifier ça, confirmer ça avec d'autres données italiennes, où c'était aussi visible sur d'autres âges. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. À part ça, on a des observations circonstancielles. Les histoires de si vous avez eu un contact sexuel avec quelqu'un qui était vacciné lui, etc. Et d'autres effets de ce style. Et à part ça, Alexandra a encore un point à dire. Non, mais disons qu'on élabore pareil. Alors, il y a des choses qui ont été écrites dans les documents de Pfizer, donc qui étaient dans une anticipation. Alors, ils n'appelaient pas ça shading, je ne me souviens plus, j'ai le terme exact que je vous donnerai bien volontiers après, qui était globalement le contact avec au niveau professionnel et le contact notamment aussi avec des femmes enceintes, en disant, enfin en contact. Qui dit contact dit proximité. Et donc ils avaient un acronyme pour cela. C'est dans leurs documents. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité qui existe, mais c'était dans leurs documents. Ce qu'on a aussi comme hypothèse par rapport au fait qu'on ne peut pas nier que beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, je ne sais pas quelle proportion, à mon avis, beaucoup de gens n'ont pas de problème à côtoyer des vaccinés. Voilà ce que je pense d'une façon majoritaire. Sinon, je crois que il n'y aurait pas toutes ces observations que nous avons entre les non-vaccinés et les vaccinés sur notamment l'infection Covid. Voilà. Donc ça c'est quand même un aspect qui devrait un peu calmer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, que je balaye de la main la possibilité qu'il y ait un phénomène, on va dire, non étiqueté pour le moment, compatible avec un souci de contact entre un vacciné et un non-vacciné. Ça peut être différents aspects et notamment agir par les phéromones. Parce que dès lors qu'effectivement on a un problème au niveau des testicules ou au niveau des ovaires, on peut aussi envisager... Donc il y a des tas d'hypothèses qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour expliquer, en tout cas à ceux qui disent « mais oui, je vous assure, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça ». Et donc on ne peut que les écouter, les accompagner, mais comme tu dirais de façon très simple, si on avait des certitudes, on vous les donnerait. Nous n'avons pas de certitude, si ce n'est qu'ils ont essayé de nous distancier et que je n'aimerais pas que ce shading soit un motif pour nous distancier d'une façon ou d'une autre. 1, 2, 3, oui. Mais on va laisser répondre Laurent Tobiana à Dr Bouillon. Dr Bouillon. Merci d'avoir posé cette question parce que c'est la question générale du défaut de soins auquel on a assisté pendant cette période-là. J'aimerais, alors vous me demandez, est-ce qu'il y a eu des études, des données sur ce défaut de soins? Oui, il y en a eu. Elles ont beaucoup de difficultés à se faire publier. Néanmoins, mon ami Pierre Chaillot vient d'écrire un livre où il reprend énormément de tout ce qu'il a fait pendant toute cette période. C'est un statisticien brillant. Et donc, je vous invite à regarder ce qu'il a fait sur ce sujet-là. C'est extrêmement bien écrit et bien fait. Mais je vais quand même essayer de vous répondre, parce que ce serait... Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré les données du CEPIDC, où on voyait une chute
des principales causes de décès. Je vous en ai montré les deux plus importantes, tumeurs et maladies cardiovasculaires. Et je vous ai dit à ce moment-là, presque toutes les maladies ont baissé pendant cette période, sauf une qui a augmenté, le Covid. Mais ce n'était pas le seul, en fait. Il y a une autre maladie, une autre cause de mort, de décès, qui a augmenté. Ce sont les maladies mal définies. Et donc j'étais assez étonné de voir que les maladies mal définies avaient augmenté. Et quelque part, ça répond un peu à votre question, parce que généralement, les gens en fin de vie meurent à l'hôpital et on sait à peu près de quoi ils meurent, donc la codification est assez simple. Mais lorsque les patients meurent chez eux, ils peuvent mourir seuls, et du coup, le médecin qui vient remplir le bulletin de décès ne sait pas trop de quoi ils sont morts. Et donc, l'augmentation de cette cause maladie mal définie est un signal qui peut indiquer le fait que beaucoup de gens n'ont pas été pris en charge par l'hôpital et sont morts chez eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle leur maladie est mal définie. C'est l'une des seules causes qui est vraiment augmentée. Voilà, c'est un élément de réponse, mais un peu alambiqué, mais voilà, c'était une des réponses que je voulais vous donner. Merci. Voilà, merci. Merci.